sur le lien entre économie et écologie. Récemment, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, écrivait, je cite, « Pour contre-intuitif qu'elle apparaisse de prime abord, notre capacité à contribuer à la décarbonation du monde est un véritable levier de croissance. » Tout d'abord, les écologistes se réjouissent que soit reconnue, enfin, j'ai envie de dire, la nécessité de s'engager dans la transition écologique pour avoir un cadre stable et solide à notre économie. Malheureusement, on constate que la décarbonation que vous évoquez est en panne. Dans vos récentes analyses, vous soulignez en effet que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, est très insuffisante pour respecter l'accord de Paris. En l'absence de rupture, les émissions mondiales pourraient encore progresser de 11% d'ici 2050, alors qu'une baisse d'au moins 60% serait nécessaire selon le GIEC. Et non seulement la transition écologique est en panne, mais les perspectives en la matière sont inquiétantes, car on assiste à une instabilité réglementaire forte en matière écologique, que ce soit au niveau international avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ou au niveau européen où plusieurs piliers du Green Deal sont remis en cause, notamment le reporting extra-financier avec la procédure Stop the Clock, ou au niveau national, où l'examen du projet de loi simplification peut faire craindre une déstabilisation du cadre réglementaire de la transition. Dans ce contexte, ma question est la suivante. Quelles perspectives pouvez-vous tracer en matière de transition écologique et comment évaluez-vous l'impact des reculs en matière écologique sur l'activité économique nationale et internationale, car comme je vous l'évoquais, comme Denis Ferrand l'évoquait, il y a un lien fort entre maintien de la transition écologique et développement de l'économie. Réponse de M. Rodriguez. Alors, deux éléments et sans mauvais jeu de mots cette fois-ci. Je pense que dans la transition écologique, il faut voir l'approche qui a été menée. Il faut sans doute réexaminer la stratégie globale, notamment qui a été celle de l'Europe et de la France en particulier. On est parti des objectifs ambitieux, et ces objectifs ambitieux, ils ne font pas de doute, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un bien collectif qui est la planète, qui est le climat, et avec une cible qui était 1,5%, mais qui aurait pu être un peu plus basse ou un peu plus haute. Et ensuite, on a décliné ça par pays, par grande zone, et puis au niveau français, par secteur, par catégorie de population et par usage, de manière assez top-down, en rajoutant chaque fois d'autres objectifs. On peut penser par exemple à la biodiversité, on peut penser à un certain nombre de contraintes, parfois des objectifs aussi sociaux qui sont venus, des objectifs sociétaux. Et il me semble que globalement, cette stratégie, je parle à l'échelle mondiale européenne, mais ça s'applique pour la France, on a mis tellement d'équations au problème qu'il est devenu un peu irrésoluble. Et puis certaines parties ou certains acteurs du problème n'ont pas fait leur jeu, parce qu'ils sont assez vite rendus compte que ça ne marcherait pas, ou en tout cas ça ne marcherait pas pour eux. On a eu aussi des approches différentes à la transition écologique qui ont été liées avec les outils ou les visions stratégiques de chaque pays ou chaque zone. Par exemple, la Chine a fait de la transition écologique une vraie politique mercantiliste. L'objectif, en fait, si on voit par exemple sur les véhicules électriques, mais pas que, ça a été de se dire, voilà, la transition écologique, c'est l'occasion de remettre en cause un certain nombre de technologies sur lesquelles nous n'étions pas présents et de les remplacer par des technologies sur lesquelles nous avons tout à gagner. Et donc, je reprends l'exemple du véhicule électrique. Les États-Unis ont une vision assez différente qui a été de se dire on va solvabiliser, je parle du mandat Biden, c'est peut-être déjà remis en cause, mais on va solvabiliser les investissements écologiques. C'est ça en fait. L'AIRA, c'est des investissements qui n'étaient pas forcément rentables, on leur rajoute un markup de rentabilité pour les rendre rentables et attirer des investissements sans remettre en cause la rentabilité, la profitabilité des investissements dans d'autres domaines, notamment par exemple l'extraction de gaz de schiste. Au niveau européen, on a eu une vision beaucoup plus réglementaire parce que peut-être que la Commission européenne disposait
dispose d'abord d'outils réglementaires et elle ne dispose pas d'autres outils de politique économique. En France, on a eu une vision aussi réglementaire, mais aussi très fiscale. On a voulu faire de la transition écologique aussi un moyen de faire des recettes fiscales. C'était toute l'idée du double dividende derrière la composante carbone. Et au fond, on a à un moment donné mis dans la balance la transition écologique et la croissance et même le pouvoir d'achat des ménages, la compétitivité d'entreprise. Et tout ça a été remis en cause. Alors, sur la suite, ça va être... ce qui est sûr, c'est que ces objectifs-là sont relégués dans un petit peu au deuxième plan par des sujets géopolitiques, mais aussi des sujets de guerre commerciale. Le fait que les États-Unis ne soient plus à bord pose quand même un certain nombre de questions sur la capacité d'entraînement au niveau mondial. Là où on a quelque chose à jouer, c'est en utilisant nos exportations pour décarboner le monde. Finalement, en nous inspirant de la Chine comme elle s'est inspirée de nous dans le passé, et en appliquant un petit peu les mêmes méthodes et en proposant à tout un tas de pays où le coût de la décarbonation est moins élevé que chez nous, parce que nous, on a un coût de décarbonation qui est très élevé, des investissements ça pourrait être à la fois... Ça pourrait être un jeu gagnant-gagnant où à la fois on fait la croissance et la décarbonation. C'est peut-être sous cet angle-là qu'il y a des voies de recours.